Bonjour et bienvenue à l'émission numéro 4 de Radio EDS. La dernière émission date déjà de 2021. Bien des choses se sont passées depuis. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il faut savoir qu'autrefois, l'émission s'appelait tout simplement État de splendeur et c'était, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour une première fois, une émission qui a commencé dès 2009 à CKRL à Québec, pour ensuite être transféré à Radio Centre-Ville à Montréal dès 2011. Et puis ensuite, ça a cessé à la fin de 2015, presque en 2016, et puis ça a repris en 2020-2021 sous format web. Et évidemment, malheureusement, nous n'avons pas le permis pour diffuser de la musique, ce qui fait de sorte que le format est un petit peu plus condensé. Et donc, cette émission, aujourd'hui, a beaucoup de matériel. Donc, aujourd'hui, au programme, il y a un événement culturel très significatif qui s'est passé au début du printemps. On va parler aussi d'un label de qualité et d'authenticité des Premières Nations, qui est très important, et aussi des déboires et de quelques petites turbulences que vive un autre label, une autre étiquette de qualité qui, cette fois-ci, est en France, le Label Rouge. Ensuite, on va aborder le sujet de l'Astlé et de l'épopée de l'Asclépiade qui, tant bien que mal, réussit à faire un retour après plusieurs essais. Maintenant, l'Asclépiade semble bien en marche pour réellement réapparaître de manière durable sur le marché. Un sujet très passionnant. Et ensuite, on va voir l'état des marchés, les marchés qu'on appelle marchés publics au Québec et qu'on appelle simplement marchés en France et en Belgique et qu'on appelle marché fermier aux États-Unis. Et donc, tout ce mouvement-là est vraiment en marche, progresse de manière assez notable. Et ensuite, on va terminer par la chronique fantomatique. La chronique fantomatique avec deux sujets. Un sujet qui fait partie de la culture, mais qui est défunt. On avait vu à l'époque la pâtisserie Gascogne, par exemple, qui était une grande pâtisserie qui a influencé bon nombre de petites pâtisseries au Québec et qui maintenant est malheureusement partie. Et on va voir un autre sujet de la sorte et c'est toujours en complément accompagné d'un sujet d'une institution qui existe encore aujourd'hui et qu'on doit célébrer. Donc voilà ce qu'il y a au programme pour l'émission numéro 4 de Radio EDS. J'enregistre donc ceci sur les bords non pas d'une mer, mais d'un lac. Et beaucoup d'eau a en effet coulé en dessous des ponts depuis la dernière émission. Parfois, les aléas et les tragédies de la vie font de sorte que un temps doit être pris pour laisser couler de l'eau en dessous des ponts. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis cette dernière émission, dont, comme je mentionnais précédemment, un événement doté d'une signification culturelle assez élevée. Souvent, surtout ces derniers temps, souvent les produits culturels, sans nommer d'exemple spécifique, manquent d'originalité et vont faire une reprise d'un classique ou d'un film qui a été fait dans le passé ou une reprise d'un artiste musical, d'un auteur musical qui a été fait dans le passé. Et on va en faire une reprise puisque c'était célébré et c'est une façon assez sécuritaire d'assurer
un retour sur l'investissement. Mais il faut savoir que l'originalité existe encore aujourd'hui, mais souvent, elle vole en dessous du radar de la production à grand budget. Néanmoins, si on a célébré souvent des grands artistes dans le passé, au Québec comme ailleurs, souvent il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui sont passés en dessous du radar et que nous n'avons pas connus. Mais néanmoins, il y en a qui se font reconnaître et un large pan de la culture au Québec, qui a souvent été connu, mais assez méconnu, fait maintenant un grand retour et arrive aujourd'hui à retenir notre attention. Et je parle de l'art des Premières Nations. L'art qui n'est pas seulement un art visuel, qui n'est pas seulement un art. En fait, il y a toutes sortes de contributions que les Premières Nations font à notre société, même au niveau économique et au niveau entrepreneurial, au niveau de l'innovation. Pour cet exemple-ci, par contre, on parle d'un exemple musical et culturel. Et je parle des Premières Nations, mais n'oublions pas non plus les Inuits, qui ne sont pas des Premières Nations, mais qui forment une part indispensable du monde autochtone en Amérique du Nord. Et donc, je fais référence à un artiste qui a fait un album, mais qui n'est pas un simple album, qui est un album qui a créé des ponts culturels et même esthétiques entre la musique traditionnelle Innu et la musique traditionnelle francophone québécoise. Et je parle de Shawit qui vient de lancer un album qui s'appelle Ndugun. Cet album a été lancé au début du printemps et ce lancement était un événement très solennel et même émouvant, très émouvant. Le tout a commencé par une cérémonie ou plutôt une performance musicale, mais c'est plus que simplement musical, une performance qui transcende la simple musique par Black Bear. Black Bear, une formation qui est assez connue, qui est maintenant probablement la troupe la plus connue au Québec, peut-être même au Canada ou en Amérique du Nord, mais dans tous les cas, c'est une formation vraiment puissante qui a ouvert ce lancement pour le nouvel album de Shawit. Il y a eu plusieurs artistes invités et voilà pourquoi il fallait en parler à la nouvelle émission de Radio EDS. Donc cet album, Ndugun, n'est pas un simple album, mais bien un événement culturel. Vous allez pouvoir voir à l'écran qu'il était question de beaucoup plus qu'un simple album de musique. Une des locomotives de l'événement a été Makusham Music, qui est une organisation qui fait la promotion de la musique Innu, un groupe phare Innu qui vient du Nitassinan ou de la Côte-Nord, peu importe comment on veut décrire ce territoire. Le groupe Maten, qui a vraiment fait une performance très, très saisissante aussi, avant que Shawit ne prenne le micro. Et donc, vous allez pouvoir voir à l'écran quelques petites images de ce lancement. Alors pourquoi est-ce que Ndugun était un événement culturel significatif? Alors, tout d'abord, cet album a été un hommage à ceux qui ont donné seconde vie à la musique moderne des Premières Nations et plus précisément à la musique Innu en tant que telle. Et donc, il a rendu hommage à plusieurs artistes qui ont été des pionniers en la matière, puisque ce n'est pas la première fois que la musique des Premières Nations arrive sous le radar de la culture dite standard. C'est plusieurs vagues successives qui se sont déroulées. Et donc, Shawit rend hommage à plusieurs de ces personnages.
allons discuter avec Shawit. Nous lui avons posé 2 questions sur l'élaboration de cet album et il va un peu jeter la lumière sur la démarche artistique en arrière de cette mouvance. Et donc, en plus de rendre hommage à certains personnages saillants de la musique Innu et la musique des Premières Nations en général, il a aussi rendu hommage avec la participation de plusieurs différents artistes, tant autochtones que non autochtones. Et voilà donc ce qui a créé la mouvance générale qui a donné naissance à Ndogun. Donc, le lancement de Ndogun de Shawit a eu lieu à Montréal, au Lion d'Or. Et c'était, comme je disais, un événement assez émouvant. Et même s'il y a beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, d'albums de musique et de productions culturelles de toutes sortes qui nous viennent des Premières Nations et même des Inuits aussi. Ce lancement-ci et cet album-ci, en fait, en tant que tel, durant l'événement, on sentait que c'était une nouvelle étape qui était franchie dans cette mouvance de musique des Premières Nations et, pour être plus précis, de mouvance dans la musique Innu moderne. Et donc, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un peu la carrière de ce musicien, Shawit, mais tout comme on célèbre souvent des piliers de la musique moderne, que ce soit de la musique moderne francophone, québécoise dans les années 60-70. Le même phénomène existe pour la musique Innu. Et c'est pour ça que Shawit prend le temps pour nous présenter quelques pionniers, premièrement de la musique des Premières Nations en tant que telle, mais ensuite plus précisément un pilier de la musique Innu moderne, qui est Philip Mackenzie, qui est toujours vivant à date où est enregistrée cette émission de Radio EDS. Nous avons donc posé des questions à Shawit, qui nous a gracieusement répondu, et c'était pour un peu vous mettre au diapason de la présence significative que représente ce nouvel album de Shawit qui s'appelle Ndogun. Bonjour Shawit, vous ne sortez pas des albums comme on produit des Big Mac, si on veut. Plusieurs années se sont écoulées depuis votre album précédent, Apu Peiku Siaku. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le processus d'inspiration qui vous a mené à créer Ndogun? Parce que on détecte une certaine évolution. Si vous provenez d'une souche reggae et dancehall, vous avez même peut-être inventé le reggae Innu, on voit ici que c'est toujours dans le même sillon et aussi le résultat va au-delà de ces styles initiaux. L'album Ndogun, qui veut dire médicament, médecine, remède, c'est un album qui se veut être un retour à mes sources, qui est le folk Innu. Parce que quand j'ai commencé à chanter puis à jouer de la guitare, c'était en faisant des chansons de groupes qui existaient déjà, dont Cashton, of course. Puis c'est vraiment le genre de musique qui m'a vraiment permis à m'améliorer dans le chant, puis qui m'a permis à rentrer dans l'univers de la guitare et tout ça. Alors, j'ai voulu faire un retour aux racines avec cet album-là. Puis j'ai appelé ça Ndogun parce que quand on a fait la sélection de chansons, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient d'espoir, de guérison, d'un avenir meilleur et tout ça. Alors j'ai eu l'idée d'appeler ça Ndogun. Et ça m'a redonné le goût de de retourner à mes sources. C'est ça que j'ai commencé, lorsque j'ai commencé à chanter, à jouer de la guitare, c'est avec, c'est en écoutant du Cashton, puis d'autres artistes Innu qui faisaient du folk Innu. Puis j'ai eu la piqûre, la repiqûre, je dirais, le goût de retourner à mes sources qui est le folk. Voilà pourquoi j'ai fait cet album-là. C'était pour aussi
présenter une musique que plus de monde peut-être vont apprécier. Et Shawit, vous faites hommage dans votre album à la musique Innu et à ses vagues successives. Est-ce que ça signifie que l'on serait maintenant en quelque sorte dans une troisième vague de musique Innu actuelle? Je suis pas trop au courant des vagues qui arrivent, mais je sais que nouvellement, il y a de plus en plus de groupes qui commencent à émerger. Je pense on commence à avoir de plus en plus de place, puis c'est bien comme ça. Il y a beaucoup de groupes qui sortent des communautés pour se produire justement dans les villes et tout ça, puis dans les régions éloignées, hors communauté. Et c'est très encourageant, c'est très le fun de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à notre musique. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'émergence de la musique Innu, surtout au niveau sur la scène québécoise. Je pense qu'il y a une ouverture qui se fait. On nous donne une belle place sur la plupart des événements. En fait, j'aime dire qu'on nous redonne notre place. Mais je crois que de plus en plus de gens sont intéressés, sont intéressés à nous, à notre situation. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, ils savent qu'on existe, mais je pense qu'on la nouvelle génération, comme Tannic, peut-être que de l'ignorement, je sais pas comment appeler ça, là, qu'on s'ignore les uns les autres alors qu'on vit dans le même endroit. Puis, fait que la musique, ça aide beaucoup pour débloquer tout ça, puis pour conscientiser tout ça. Puis je pense que euh, les gens veulent en apprendre plus sur nous. Puis c'est ça, c'est la bonne manière. Comme je le disais, c'est par les arts. Et ben voilà, je pense qu'il y a vraiment une effervescence au niveau de la musique autochtone. Lorsque l'on écoute votre album, qui comporte plus d'une surprise, on se rend compte qu'il y a eu un travail certain pour lier le folk Innu au traditionnel québécois, en faisant l'effort pour arriver à la racine de ce phénomène. Ça donne un résultat fort intéressant et agréable à l'oreille autant qu'au cœur et au cerveau. Comment est-ce que cette facette de Ndogun a été reçue dans les communautés Innu? Et en même temps, quelle a été la réception du public non autochtone ailleurs au Québec? Oui, l'idée de faire un mariage avec la musique Innu et traditionnelle, ça date pas d'hier, je crois. Je pense qu'on a toujours été amateurs de ce genre de musique, la musique folklorique québécoise et autres. Et on a beaucoup de gens qui jouent du violon dans notre nation, de l'accordéon et tout ça. Puis, ça fait vraiment partie intégrante de notre culture. Chez certaines nations, même, la musique folklorique, avec les violons et tout ça, c'est devenu la musique traditionnelle de ces nations-là. C'est très présent, c'est très... il y a encore des jeunes qui font la gigue et tout ça, puis c'est vraiment très cool à voir, puis c'est quelque chose que je voulais souligner aussi en faisant cet album-là. Ça a commencé avec la chanson Karo Dabanash Kuchet, qui est une chanson de feu mon ami Cyril Fontaine, un membre de ma communauté, qui est décédé ça fait quelques années. Et sa chanson qui a été le plus demandée dans sa carrière au Québec, dans plusieurs communautés, plusieurs nations, c'est Karo Dabanash Kuchet. Ça veut dire c'est celui qui fabrique le toboggan. Et c'est un joueur de tambour. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'instrument de musique autre que le tambour et sa voix. Il chantait au tambour. Et l'air qu'il avait choisi pour cette chanson-là me faisait penser un peu à une chanson folklorique. Je pense qu'il y a peut-être eu une influence. Vous savez, on a tous des influences de partout. Et à partir de cette chanson-là, on a eu l'idée de faire un album complet de musique traditionnelle québécoise, autochtone. Faire un beau mélange de tout ça.
Aussi, la réponse du public était très belle. Beaucoup de gens ont été touchés du fait que j'ai fait une collaboration avec Yves Lambert. J'ai vu des commentaires qui disaient que c'était un beau mariage de culture, de musique. Et ça faisait chaud au cœur de voir ça. Puis je pense que c'est du côté Innu aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Dans Ndogun, vous faites un travail d'éducation et vous faites entre autres référence à un certain pilier de la musique autochtone au Québec, un certain Marley Loon, un artiste cri. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, j'ai effectivement fait un remake d'une chanson très connue chez les Inuits, chez les Cris, chez les Atikamekw, d'un artiste décédé dans les années 80. C'était un artiste cri. Son nom, c'était Marley Loon. Pas Marley comme dans Bob Marley, mais avec un O. Marley Loon. Vous pouvez le trouver sur YouTube. J'ai décidé de refaire une de ses chansons dans l'esprit de vouloir faire un petit hommage à cet artiste qui pour nous était vraiment une grande inspiration chez les Inuits. En fait, Marley Loon, il est venu sur la Côte-Nord pour se produire. Et il a inspiré notre grand pilier de la musique Innu moderne, Philip McKenzie, qui lui-même a raconté être inspiré par lui, puis d'avoir voulu faire comme Marley Loon. Puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est tous en train de jouer de la guitare, puis de faire la plupart du temps du folk. Bien sûr, moi j'ai choisi une branche différente, mais comme je disais tantôt, ma source, c'est vraiment le folk. Et voilà pourquoi j'ai fait une reprise de la chanson Ndo Innu. Ndo Innu, ça veut dire l'Innu chasse. En fait, c'est un chasseur. Et je voulais faire une ode à la chasse, parce que c'est grâce à la chasse que j'existe aujourd'hui. C'est la chasse qui nous a permis de vivre, qui nous a permis d'exister. Alors voilà pourquoi j'ai fait une reprise de cette chanson. Votre album est maintenant disponible sur le marché. Comment est-ce qu'on peut se le procurer et quel est le premier titre que vous allez diffuser? Qu'entendra-t-on et que verra-t-on? Et que raconte cette chanson? Mon album se trouve sur la plupart des plateformes de musique, style Bandcamp, SoundCloud et tout ça. Vous pouvez vous procurer assez facilement. Aussi, dans mes concerts, j'essaie toujours d'apporter des clés USB de mon album. J'aurai aussi bientôt des vinyles à vendre. Les précommandes sont déjà disponibles en ligne. Vous avez juste à aller sur ma page Facebook, la page d'artiste, Shawit. Il y a quelque chose qui a été posté à ce propos. Le prochain single, ça va être probablement la chanson Kanishte. Kanishte, ça veut dire Christine. Ça s'écrit Kanishte. C'est une chanson sur le mariage et sur le mari qui s'inquiète parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent à cause du mariage. Puis on a tourné un beau vidéo, ça fait pas longtemps, ça va sortir bientôt. Puis vous allez le voir, c'est très cool. Vous allez voir une belle surprise lorsque vous verrez qui joue dedans. Alors merci de votre attention. Si vous voulez, vous pouvez me checker sur Facebook, sur YouTube, j'ai quelques trucs aussi. Puis mon album est disponible en ligne. Yamé Winepsich, à bientôt. Nous remercions donc Shawit d'avoir gracieusement répondu à ces questions. Et puis, on peut résumer en réitérant que Ndogun de Shawit est vraiment un projet audacieux qui mérite d'être connu beaucoup plus. Et ce projet va à la source de la question du traditionnel, tant de la musique traditionnelle ou folk Innu que de la musique dite trad québécoise. Et c'est un exercice d'irrigation de et par les racines culturelles, tout en les actualisant dans le monde des années 2020, en cette saison estivale de 2023. Donc, Ndogun, c'est plus que juste une simple expérimentation, hein. C'est
vraiment le résultat d'un long chemin musical. Pendant les années qui se sont passées, c'était une année de réflexion, de réflexion musicale, mais aussi intellectuelle. Et on voit ici que c'est une convergence de plusieurs esprits qui partagent un amour commun pour leurs héritages. C'est pour ça qu'il y a la participation de plusieurs différents acteurs et dont la présence très notable de Yves Lambert. Yves Lambert qui, lui aussi, est un pilier pour la musique dite traditionnelle du côté francophone. Et on voit donc que c'est un résultat qui est un fruit qui va mûrir avec le temps. Je vous encourage donc à vous procurer cet album. Vous avez simplement à aller à votre site préféré et vous pouvez télécharger l'album de Shawit ou aller sur le site internet de Shawit. Vous verrez dans l'album, il y a notamment la chanson Ekwan Poa, qui est un clin d'œil à Philip Mackenzie, ce fameux pilier de la musique Innu. Encore une fois, je vous encourage à aller vous procurer ce nouvel album de Shawit et aussi d'aller vérifier les vidéos qui ont été lancées à partir de cet album Ndogun. Allez donc écouter la pièce Ka Utapanash Kuchet. C'est vraiment un agréable petit morceau de musique et aussi Ekwan Poa qui est fait avec la participation de Yves Lambert, mais qui se veut vraiment un clin d'œil à l'héritage apporté par Philip Mackenzie. On doit également noter qu'en plus de la pièce reprise de Cyril Fontaine avec la participation de Yves Lambert, en plus de la présence de la très symbolique chanson Ekwan Poa sur l'album, il y a aussi un retour aux origines d'un artiste appelé Marley Loon qui, lui, a inspiré plusieurs artistes Innu, dont Kashtin, entre autres, a chanté eux-mêmes en Innu, entre autres, et est malheureusement décédé très jeune, mais a laissé un héritage très significatif. Marley Loon chantait en cri et est décédé à la fin des années 80, mais non sans avoir fait une contribution très significative à la musique des Premières Nations. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver sur cet album Do Innu, qui est une chanson très très importante, mais qui est reprise cette fois-ci d'une façon évolutive qui la fait aller vers des rythmes qu'on peut retrouver parfois dans d'autres continents. Vous allez voir, le résultat va vous surprendre. Donc, pour vous procurer cet album, Ndogun, vous pouvez aller le télécharger sur votre site de téléchargement de musique préféré, ou sinon vous pouvez aller sur passamusique.com, P-A-S-A-M-U-S-I-K, et c'est là que vous allez pouvoir vous commander soit le vinyle ou une clé USB avec le dernier album de Shawit, Ndogun. Alors, allez-y, vous allez découvrir des merveilles dans ce petit morceau de musique qui aide à comprendre la réalité locale que nous vivons en Amérique du Nord, au Québec, la réalité culturelle locale complexe dans toute sa richesse.
le prochain sujet nous amène à un sujet qui converge avec le sujet précédent et les sujets habituels dont on parle à l'émission de Radio EDS. Il s'agit de certification et d'encouragement à l'achat local. On avait souvent parlé du panier bleu et puis de cette initiative qui encourage les gens à consommer local et à trouver des producteurs du Québec pour acheter plusieurs produits qui existent et qui sont souvent pas sur le radar. Alors, le panier bleu, c'était un exercice pour les mettre sur le radar. Il y a aussi beaucoup de certifications qui existent qui nous donnent en quelque sorte une garantie d'authenticité quand on achète des produits biologiques, quand on veut s'assurer d'une certaine qualité des produits qu'on achète et pour encourager une agriculture d'un certain type. Eh bien, il n'existait pas vraiment cette réalité du côté des Premières Nations au Québec. Et un des problèmes assez fréquents dans cette mouvance-là, c'est qu'il existe beaucoup d'usurpateurs qui se font passer pour des membres de Premières Nations et qui vendent des produits, les faisant passer pour des produits des Premières Nations quand ce n'est pas le cas. C'est souvent le cas. Je ne vais pas citer des exemples, évidemment, mais il existe bon nombre d'exemples d'appropriation culturelle, si on veut, de la sorte, qui sont carrément de la fausse représentation. Et afin de combattre contre ça, il y a une excellente initiative qui nous est venue des Premières Nations participantes à ce projet. Et ce projet, c'est en fait un logo de certification, un label, qui permet aux personnes qui achètent un produit d'être certains de l'authenticité d'un produit qui se dit venant ou étant produit des Premières Nations. Alors, ce logo est facilement reconnaissable et il s'appelle ID1N, c'est-à-dire Identification Premières Nations. Et c'est un logo facilement reconnaissable parce qu'il s'agit d'un ours noir, et c'est un ours noir magnifiquement joli, créé par Frank Paulson, un artiste algonquin. Et cette initiative a été accompagnée d'un manifeste qui a été écrit par Rita Metsokosho. Ça se veut une étape importante pour contribuer au développement économique des Premières Nations du Québec et aussi pour faire valoir l'apport crucial que ces dernières font, pas seulement au niveau culturel, mais au niveau économique aussi. Et donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, c'est id1n.org. C'est une certification qui vraiment garantit l'authenticité des produits des Premières Nations qu'on peut retrouver sur le marché et qu'on devrait d'ailleurs de plus en plus retrouver sur le marché. Puisque si souvent on aime encourager les entreprises régionales, vous savez qu'il en existe bon nombre dans les nations qui participent à ce projet. Alors, gardez l'œil ouvert pour le logo que vous voyez à l'écran maintenant, un logo d'un magnifique ours noir, et c'est Identification Premières Nations. Le prochain sujet est en fait relié au précédent, le précédent qui parlait d'une certification des produits des Premières Nations du Québec et une excellente et nécessaire initiative qui va porter fruit, j'en suis certain. Et il existe un label de certification, mais cette fois-ci, on traverse l'Atlantique pour aller en Europe, en France. Et puis, je veux parler du label rouge. Alors ça, c'est un événement qui s'est passé une turbulence qui s'est passée il y a quelques années, mais il mérite d'être souligné. Donc ça, c'est une initiative qui est faite par le gouvernement français. Le label rouge, c'est une certification qui vise à garantir l'authenticité une fois de plus, mais pour des produits qui sont à valeur ajoutée, des produits de bonne qualité,
faits comme par exemple différents produits agroalimentaires, mais qui sont faits de manière consciencieuse et qui respectent un certain cahier de charges qui font de sorte que les produits sont faits dans la règle de l'art. Alors, qu'est-ce que c'est que le label rouge? Il s'agit d'une étiquette de certification qui est chapeautée par le gouvernement pour différencier les produits qui sont de haute qualité, de qualité soignée par rapport aux produits standards. Il y a une très vaste sélection de produits qui peuvent se retrouver sous l'étiquette du label rouge. Et un bon exemple pour illustrer ce qu'est le label rouge est la volaille. Donc, les poulets, les canards, etc. Et la volaille de label rouge se différencie des produits standards de la manière suivante. Si on prend par exemple un poulet fermier, il y a bon nombre de poulets qui sont appelés poulets fermiers, qui sont sous le label rouge. Et ceux-ci se différencient de la production standard. Comme, par exemple, la race doit être une race rustique à croissance lente par rapport au poulet standard, qui est une race à croissance rapide. Et l'âge d'abattage, au lieu d'être à 35 jours, 35 à 40 jours, il est à 81 jours minimum. Et il y a aussi des contraintes pour les poulets biologiques qui ne sont pas à label rouge. Pour les poulets biologiques aussi, c'est 81 jours minimum. Ils doivent vivre beaucoup plus longtemps qu'un poulet dans un élevage standard. Dans un élevage standard, ils sont malheureusement en claustration. Et pour un poulet fermier de label rouge, le poulet doit être en plein air ou au moins en liberté. Et la taille du poulailler aussi est différente. Un poulet standard, il n'y a pas vraiment de limite. Le poulailler peut aller jusqu'à 2000 mètres carrés. Tandis qu'un poulet qui vit dans un élevage de label rouge ne doit pas dépasser les 400 mètres carrés. Dans un élevage de poulet standard, il y a 20 à 25 poulets par mètre carré. Pour un poulet qui est élevé selon les normes du label rouge, un poulet fermier, il y aura 11 poulets par mètre carré maximum. Les poulets biologiques, c'est un petit peu plus strict. Il y a seulement 10 poulets par mètre carré. Pour l'espace en plein air, un poulet standard n'en a aucun. Un poulet en plein air fermier doit avoir un nombre minimum de mètres carrés pour être certifié sous le label rouge. Un poulet biologique, lui, doit avoir 4 mètres carrés minimum. Et puis, la qualité organoleptique supérieure est régulièrement vérifiée pour un poulet de label rouge, tandis que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas ni pour un poulet biologique, ni pour un poulet standard. Et donc, il y a un organisme tiers indépendant qui certifie ces notions-là. Alors ça, c'est pour le label rouge et ça, c'est sans mentionner l'existence de poulets vraiment traditionnels d'appellation d'origine contrôlée comme la poule de Bresse, qui, elle, est célébrée dans nombre de recettes et louangée par plusieurs chefs et que je soupçonne est à l'origine, entre autres, de quelques croisements qui ont donné lieu à la naissance de la fameuse poule Chanteclair que nous avons au Québec. On connaît bien les appellations d'origine contrôlée pour les vins, mais il en existe aussi pour bon nombre de fromages, comme le comté, comme le roquefort, etc. Il y a eu des initiatives qui se sont faites au Québec pour des certifications des produits du terroir, mais ça tarde à avancer, même s'il y a eu certaines avancées récentes. Et donc, le label rouge, c'est quelque chose qui fait de sorte que le client lui-même peut s'assurer d'encourager tel type de production quand il le veut. Sauf que si le label rouge n'était pas là, il y a beaucoup d'autres compagnies qui pourraient, un peu comme les usurpateurs qui se font passer pour des produits des Premières Nations, bien, il y en a en France qui pourraient se faire passer pour des produits comme des producteurs de poulets de très haute qualité, mais qui ne le sont pas nécessairement. Alors voilà pourquoi existe le label rouge, pas seulement pour les poulets, mais les poulets, c'est un bon exemple. Alors prenons pour exemple la plus fameuse, c'est la poule de Bresse. Et la poule de Bresse, c'est une certaine race de poule qui est élevée dans une telle région et qui doit être élevée selon des normes de qualité assez élevées. C'est une poule qui est élevée de manière très peu stressée et qui est bien nourrie et qui d'ailleurs ressemble un petit peu à la poule de Chanteclair car elle a une très petite crête. La poule de Chanteclair qui est une poule qui vient du Québec, qui a été développée par des moines pour qu'elle puisse bien s'adapter au climat québécois et vivre dehors sans que sa crête gèle l'hiver. Et c'est pour ça que la poule Chanteclair a aussi une petite crête.
Mais donc, la poule de Bresse a un cahier de charge et bon nombre d'autres produits de volaille et d'autres produits sont certifiés par le label rouge dans la même mouvance pour certifier cette qualité-là. Si on prend la France comme exemple, la France, la population française, en fait, est particulièrement bien éduquée au niveau des origines des produits alimentaires qu'ils consomment. Contrairement aux pays environnants, les gens aiment vraiment et tiennent beaucoup à continuer à faire de sorte que ces différentes races de poules ou ces différentes races de vaches, ces différentes variétés de fruits puissent subsister et qu'ils soient continuellement produits dans les règles de l'art de manière très authentique. Alors, afin d'encourager ces productions-là et afin d'encourager le fait que ces produits soient disponibles dans les différents marchés, ils consomment beaucoup. Alors, si on prend comme exemple la France, avec ses consommateurs, les poulets fermiers, les poulets bio, les poulets d'appellation d'origine contrôlée, les poulets élevés en liberté, les poulets label rouge, tous ensemble représentent pas moins de 17 % de la production en France. Et ça, c'est une grosse proportion parce que, évidemment, pour nourrir toute la population, ça prend aussi des produits de masse. On ne pourra jamais produire tout en produits spécialisés, mais si on compare avec le Royaume-Uni, l'Angleterre ou l'Italie, c'est 1 ou 2 % de ces poulets de variété de haute qualité. Et si on compare avec le 17 % français, la différence est quand même frappante. Alors malheureusement, il y a eu un projet de la Commission européenne qui veut annuler l'obligation des contraintes liées à ces appellations. C'est-à-dire que si on a un poulet d'une telle appellation, il faut que ce soit telle race de poulet, qu'il mange telle nourriture, qu'il passe tant de jours dans tel endroit, et c'est un cahier de charge assez strict. Eh bien, le projet de la Commission européenne veut annuler ces contraintes-là, ce qui fait de sorte que bon nombre de compagnies qui font des poulets de production de masse pourraient appeler ces poulets-là avec toutes sortes d'appellations-là qui ne sont pas contrôlées. Ce serait parfaitement légal. Ils pourraient donc sortir des appellations comme des poulets des champs, et puis ça pourrait parfaitement ne pas être des poulets qui sortent dehors. Et c'est donc, ça porte à confusion et ça risque de faire de sorte que les consommateurs français ne savent pas quoi acheter pour encourager ce type de production, ce qui serait très regrettable. Alors, il y en a plusieurs qui disent que c'est des producteurs, des lobbies industriels allemands qui produisent des volumes assez colossaux de volailles qui essayent de mettre de la pression pour abolir ces contraintes-là, pour faire de sorte que le public soit un peu désemparé, pour un peu brouiller les cartes. Et malheureusement, c'est un peu inacceptable. Donc, il faut faire de sorte de continuellement éduquer le public et que le public s'éduque pour qu'il sache quoi acheter selon ses besoins et selon ses moyens, évidemment, puisque c'est pas pour parler contre les produits de masse, puisque les produits de masse sont absolument indispensables pour que les gens puissent se nourrir à bon prix. Mais si les gens veulent encourager une production spécifique, c'est aussi important qu'ils puissent le faire s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Voilà donc un petit clin d'œil au label rouge et aux appellations d'origine contrôlée et toute cette mouvance qui est quand même fort développée en France et au Maroc, en Tunisie et qui tarde un peu d'ailleurs au Québec. Et donc, encourageons donc ces productions spécialisées de haute qualité. Et puisqu'on vient de parler des labels d'authentification, les labels de certification, et puis les productions de haute qualité, on peut bien parler des marchés publics, puisque de plus en plus, les gens qui veulent avoir des produits authentiques ou
encourager des petits producteurs qui font du bon travail, vont dans les marchés publics. Les marchés publics qui, ailleurs, sont appelés différemment. Aux États-Unis, c'est appelé des marchés fermiers. En France, c'est simplement appelé des marchés. Donc, au Québec, ce qu'on appelle des marchés publics, ça a vraiment le vent dans les voiles. Mais ça fait plusieurs années que ça a le vent dans les voiles. Et puis, on peut constater vraiment que le nombre de marchés a augmenté vraiment de plus de 40% en 4 ans au Québec. Alors, c'est quand même une augmentation fulgurante des marchés publics. Et ça vient souligner le fait que le public au Québec tient aux marchés publics et tient aux différents petits producteurs, petits et moyens producteurs qui s'y trouvent, et surtout aux produits de bonne qualité qu'on retrouve dans ces marchés-là. On peut faire d'autres clins d'œil à des marchés qui sont là depuis plusieurs années, comme le marché de Rimouski. Et on note des avancées, comme par exemple le marché de Sainte-Foy, qui est là depuis des décennies dans la ville de Québec, mais qui, de fil en aiguille, devient de plus en plus fort, puisque les gens aiment résolument aller dans les marchés. Le marché de Sainte-Foy a désormais un pavillon permanent. Autrefois, c'était des tentes et puis des installations dignes d'un petit marché d'un village de région, mais maintenant, c'est un pavillon permanent et le marché de Sainte-Foy est quand même assez colossal. Et donc, on peut y accéder hiver comme été. Alors, l'achalandage est en progression. On note évidemment l'existence du Grand Marché de Québec qui a un achalandage qui, malgré tout, augmente de plus en plus à chaque année. Et l'achalandage, en général, au Québec, est en progression. Et non seulement l'achalandage, mais le nombre de marchés au Québec. Et c'est une bonne nouvelle pour la diversité et la richesse de l'offre de produits au Québec. Alors, c'est en nette progression. Et c'est pas seulement en nette progression au Québec, c'est en nette progression ailleurs au Canada, c'est en nette progression aux États-Unis, c'est en nette progression en Europe, c'est en nette progression en Afrique et en Asie. C'est une pratique qui permet d'avoir accès à des produits de qualité, mais qui est aussi très apaisante et qui se veut un peu comme un centre d'échange humain qui est apaisant pour les personnes qui y vont. Les gens aiment bien échanger avec les producteurs et puis parler et puis côtoyer les gens. C'est une expérience agréable également. Ça a une certaine dimension culturelle. Et voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle de noter que les marchés sont en nette progression. Et vous, quel est votre marché public préféré ou votre marché de région préféré? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires et ça nous fera plaisir de constater quels sont les marchés en vogue parmi les auditeurs de Radio EDS. Et toujours dans la tradition des bonnes nouvelles que nous soulignons souvent à Radio EDS, voici une autre bonne nouvelle. Donc, il s'agit d'une nouvelle reliée à l'asclépiade. L'asclépiade, qui est une plante qui est assez commune en Amérique du Nord. On peut la voir souvent quand vous marchez à la campagne. Vous voyez ces plantes qui ont des bulbes et à l'intérieur, il y a une substance ouateuse qui est en fait des graines qui s'envolent au vent, un peu comme des pissenlits, mais c'est des très grands pissenlits. Et c'est une substance soyeuse qui peut faire penser à du coton ou de la soie, mais c'est de l'asclépiade. C'est une plante dont se servent souvent les papillons monarques pour faire leur cocon, et c'est donc indispensable pour leur reproduction. Mais aussi, c'est une plante qui a un fort potentiel au niveau de ses fibres et de ses propriétés isolantes. Alors, la fleur de l'asclépiade est quand même très complexe. C'est une des fleurs qui
qui est parmi les plus complexes de la planète. On pourrait penser qu'au Québec, on a des fleurs assez rudimentaires, étant donné du fait qu'on est un pays assez nordique. Mais en fait, la fleur de l'asclépiade est si complexe qu'on peut la mettre en pied d'égalité en termes de complexité avec l'orchidée. Et bon nombre de ces capacités avaient déjà été découvertes il y a fort longtemps. C'est pas une nouvelle mode, hein. C'est déjà à l'époque de la Nouvelle-France, sous Louis XV, le bonnetier du roi, qui s'appelait de la Rouvière, avait dénoté ses propriétés isolantes de l'asclépiade. Et il avait commencé une certaine production de bonnets qui étaient suffisamment chauds pour utiliser dans l'hiver du Québec. Et malheureusement, cette production a été haletée par la conquête anglaise et les Anglais ont préféré favoriser les productions textiles de l'Empire britannique. Et donc, ça a été oublié pendant plusieurs générations, voire plusieurs siècles. Et puis en 2016, il y a eu un grand boom d'initiatives puisque les gens ont voulu remettre en valeur ces propriétés inouïes de cette plante, qui est vraiment une plante très isolante. En 2016, on a commencé la première récolte de 20 hectares pour une production commerciale, puisque des compagnies comme Canuck et Chlorophylle voulaient faire des anoraks. Il y avait aussi la compagnie Quartz qui avait fait des anoraks, des manteaux d'hiver, et ils étaient très bien isolés avec cette fibre-là. Malheureusement, la production a été abandonnée par Quartz. Et il y a plusieurs sacs de couchage qui ont été produits par Chlorophylle. D'ailleurs, il y a des sacs de couchage qui ont été testés au sommet du mont Washington et ça a été très concluant. C'est vraiment une fibre très isolante. Malheureusement, la production a été très difficile et ça a été difficile de rentabiliser cette forme de fibre isolante. Et donc, c'est resté lettre morte. Alors, après 2016, 2017, ça n'a pas eu de suite. Et on a pensé que cette merveilleuse ressource qui est renouvelable a été oubliée. Mais non, ça n'a pas été oublié. Il y en a d'autres qui ont pris le relais. Il y a 2 compagnies, notamment, qui ont pris le relais et réussi à faire des productions qui vont rester sur le marché. Alors, c'est vraiment un chapeau bas à 2 compagnies. Il y en a une qui s'appelle Lasclés et l'autre qui s'appelle Équipement Atypique. Et on va se concentrer un peu sur la compagnie Lasclés. Ce téméraire entrepreneur a décidé de persister suite à une maladie. Il a décidé de persister pour essayer de vraiment mettre sur le marché des produits utilisant les fibres de l'asclépiade et faire bénéficier aux consommateurs de ces propriétés isolantes. Et donc, au lieu de se lancer dans une grande entreprise de calibre industriel à grande échelle immédiatement, il a décidé de commencer à petite échelle et de suivre une croissance graduelle. Et voilà pourquoi il fait une petite production. Et suite à la croissance de la demande, suite à ce que le public sache que ce type de produit existe de plus en plus, la demande va faire de sorte que la production va pouvoir agrandir. Et cette production, justement, a été adoptée parce que dans les premiers cas qui ont essayé de produire des produits avec l'asclépiade, ils ont essayé d'adapter l'asclépiade aux méthodes de production industrielle. Mais dans ce cas-ci, ils ont adapté les technologies de transformation à l'asclépiade elle-même. Donc, pour Équipement Atypique, ils ont décidé de faire une espèce d'alliage avec des produits synthétiques et des produits d'asclépiade. Dans le cas de l'asclé, ils ont trouvé des nouvelles techniques. Donc, au lieu de tisser l'asclépiade dans une membrane de base, un peu comme ça se fait d'habitude pour tout ce type de produit, ils ont décidé de rembourrer les produits qu'ils produisaient en matelassant, c'est-à-dire en faisant une multitude de petits coussinets qui fait de sorte que la matière ne se tasse pas et reste bien répartie. Et c'est logique et sécuritaire parce que cette matière éloigne l'humidité, contrairement au duvet. Et donc, c'est des nouvelles techniques de production qu'on fait de sorte que beaucoup de produits ont pu voir le jour, comme par exemple des glacières à base de fibres d'asclépiade qui sont beaucoup plus écologiques et puis qui isolent très bien les produits qu'on y met.
Il y a évidemment des défis technologiques au niveau de la production des produits à base d'asclépiade, notamment le fait que l'extraction de la fibre produit beaucoup de poussière. Alors, il va toujours avoir de la recherche et du développement dans la filière de l'asclépiade, mais je vous encourage, si vous avez la possibilité d'acheter, si vous avez évidemment le besoin de ce type de produit, d'aller consulter le type de produits qui sont fabriqués par ces deux compagnies-là qui sont assez téméraires, L'Asclé et Équipement Atypique. Et j'espère que ces deux compagnies vont pouvoir se développer de manière proportionnelle à la demande et qui vont avoir un avenir prospère devant eux pour pouvoir développer cette filière de l'asclépiade, cette merveilleuse plante qui pousse dans nos terroirs et dans nos différentes régions du sud du Québec depuis des millénaires. Nous voilà donc déjà arrivés à la dernière partie de cette émission et pour cette dernière partie, nous allons faire évidemment une nouvelle mouture de la chronique fantomatique. Qu'est-ce que c'est que la chronique fantomatique? C'est, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour une première fois, une chronique qui traite de sujets, d'éléments culturels défunts qui n'existent plus, mais qui néanmoins méritent d'être célébrés pour l'apport significatif qu'ils ont eu dans la culture et dans la vie quotidienne de la société. Et la chronique fantomatique est toujours accompagnée d'un autre élément qui, lui, est une institution, mais qui n'est pas défunte, qui est un élément culturel encore vivant dans notre société et que l'on doit apprendre à apprécier pendant que cet élément est encore là. Apprécier les choses non pas seulement une fois qu'elles sont parties, mais pendant qu'elles sont là. Et apprécier les choses ici et maintenant, c'est toujours un exercice fort utile. Donc, pour le sujet de cette chronique fantomatique, cette fois-ci, c'est au commentaire de la dernière chronique fantomatique, on m'avait dit que je ne dois pas me concentrer seulement sur des éléments de Montréal. On avait parlé de la pâtisserie belge, la pâtisserie Gascogne chez Gauthier, etc. Et c'était tous en fait des éléments montréalais. Et afin de ne pas être métropolocentriste, nous sortons donc de Montréal pour cette chronique fantomatique et nous allons dans la région de la capitale, à Québec. Et voilà pourquoi nous avons choisi un marché public qui était autrefois emblématique de Québec, mais qui est maintenant défunt. Ce marché a duré pendant environ 32 ou 33 ans et a été célébré pendant son existence, mais avait quand même quelques difficultés et maintenant disparu. Nous parlons donc du marché du Vieux-Port de Québec. Alors, le marché du Vieux-Port était un très joli marché qui est malheureusement disparu et sa disparition a fait pleurer plusieurs personnes. C'était assez triste de voir partir le marché du Vieux-Port après plusieurs décennies. Le marché du Vieux-Port avait été créé en 1987 et, comme le nom l'indique, ça avait été créé dans le Vieux-Port. Le Vieux-Port qui est adjacent au Vieux-Québec et au Vieux-Québec à la section qui est dans la Basse-Ville, donc entre autres le Petit Champlain, ce qui est vraiment le cœur spirituel du Vieux-Québec. Et donc c'était adjacent, c'était juste à côté du Vieux-Port et donc il y avait souvent des bateaux, des plaisanciers qui débarquaient littéralement et qui aimaient bien faire un tour au marché du Vieux-Port. Il y avait plusieurs producteurs qui offraient différentes denrées et puis c'était un marché qui était quand même agréable à parcourir. Malheureusement, il était difficilement accessible pour la majorité de la population. Mais c'est toujours le cas au début des marchés et puis c'est toujours un défi de faire de sorte que la population adopte un marché. Ça avait donc été adopté, mais il y avait toujours une bonne partie de la clientèle qui était des touristes. Et ça n'a jamais vraiment réussi à se faire adopter par la population, à part par les habitants qui habitaient juste autour du marché. Alors, quand ça a été créé en 1987, ça a été un peu créé dans la même veine
Donc, Place Saint-Roch. Place Saint-Roch qui était un centre commercial qui était sur la rue Saint-Joseph. Il y avait une partie de la rue Saint-Joseph qui était recouverte et il y avait plusieurs boutiques. Et puis, on avait recouvert ça pour en faire un centre d'achat. Et malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. C'est devenu un lieu où les gens traînaient sans nécessairement magasiner, pour employer l'expression québécoise, puisque c'est pas compris par nos auditeurs français nécessairement. Donc, ceux qui allaient faire leurs emplettes. Donc c'était malheureusement pas vraiment adopté. Il n'y a aucune habitude qui s'est créée avec la population locale pour la place Saint-Roch. Au lieu de devenir un centre d'achat prospère, c'est devenu un lieu où très peu de personnes allaient pour acheter des choses, à part pour certains magasins à $1. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Alors voilà pourquoi en 2005, on a décidé d'enlever le toit et de défaire la place Saint-Roch et de remettre la rue Saint-Joseph sous le ciel. Et puis, ça a vraiment fonctionné à partir de ça. C'est là que Saint-Roch a revécu un certain renouveau. Et c'est là que le centre-ville a connu un second souffle qui souffle encore aujourd'hui. Et le centre-ville se porte très bien aujourd'hui. Le centre-ville dans la basse ville de Québec est très dynamique et il y a une qualité de vie très agréable dans ce coin-là aujourd'hui. Beaucoup plus que lorsque la place Saint-Roch était là. Et donc, le marché du Vieux-Port a été construit dans la même veine, mais ce n'était pas le même résultat. C'était quand même un marché sympathique. Et sa disparition a causé bon nombre de tristesse. Il y avait bon nombre de producteurs, comme par exemple la fameuse fromagerie du Vieux-Port, fromagerie du marché du Vieux-Port qui était là depuis des décennies. Et avec la disparition du marché du Vieux-Port, cette fromagerie-là a également disparu. Il faut savoir tout de même que la disparition du marché du Vieux-Port a été un mal pour un bien, puisque ensuite de ça, s'est créé le Grand Marché de Québec. Le Grand Marché de Québec qui s'est créé dans l'espace d'Expo-Cité. Et puis, c'était quand même un pari assez téméraire, puisque l'endroit n'est pas très, très fréquenté. Encore aujourd'hui, il est très mal desservi par le transport en commun, et puis il pourrait être quand même plus accessible. D'ailleurs, le futur tramway de Québec devrait avoir une station qui s'arrête au marché, au Grand Marché. C'est quand même très important. Le Grand Marché qui se trouve juste à côté du centre Vidéotron. Alors, plusieurs détracteurs ont décrié le fait que le Grand Marché de Québec a été construit. Et puis, d'autres personnes s'en réjouissent. Pour avoir déjà tenu un kiosque de produits du terroir au marché du Vieux-Port, je peux dire que la situation du Grand Marché de Québec offre quand même un potentiel beaucoup plus réjouissant. C'est un lieu qui, au début, il y a bon nombre de personnes qui pensaient que ça allait faire un flop, mais contrairement à ça, après plusieurs années, on entre maintenant dans la 5e année d'existence du Grand Marché de Québec. Le Grand Marché de Québec commence à se faire adopter de plus en plus. Il y a des gens qui font des détours spécifiquement pour se rendre à ce marché-là. C'est quand même un marché qui est beaucoup plus varié et vibrant que le marché du Vieux-Port qui tendait à stagner au niveau de ses exposants, qui offrait des produits qui n'étaient pas nécessairement pour la consommation quotidienne. C'était surtout des produits qui pouvaient être axés sur la demande touristique plutôt que la demande des consommateurs qui habitent la ville de Québec et qui veulent acheter des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, quand on va au Grand Marché de Québec, on voit que c'est un lieu qui a été construit de manière quand même assez consciencieuse. C'est un lieu qui se prête très bien à un marché. La seule chose, c'est que la seule critique que je donnerais, c'est peut-être que c'est pas assez bric-à-brac, c'est très, très propre comme marché, ce qui est une bonne chose que ça soit propre, mais il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'exposants extérieurs. Il y a le fait qu'on a utilisé du bois du Québec pour le construire, qui est quand même assez notable, ce qui fait de sorte que c'est une construction qui va bien vieillir. Ça a été construit d'ailleurs dans une ancienne construction qui a été remise à jour par une initiative architecturale qui a reçu des prix. Il y a une sculpture qu'on peut y retrouver qui s'appelle « Comment vivent les renards dans la clairière laurentienne ». C'est une œuvre d'Isabelle Demers et de Fanny Ménard. Et ça rappelle un peu la flore laurentienne du père Marie-Victorin qui est un des premiers à avoir énuméré les différentes plantes comestibles et non comestibles
qui existent dans le sud du Québec. Et c'est une belle sélection d'exposants qu'on retrouve et de producteurs qui vendent leurs produits. Il y a quand même une bonne variété et c'est une variété qui devrait, avec le temps, s'enrichir et se diversifier. Bien que ce soit triste que le marché du Vieux-Port nous ait quittés, le bâtiment du marché du Vieux-Port a été carrément démoli. Le Grand Marché de Québec a définitivement un très beau potentiel devant lui. Et on note d'ailleurs qu'il y a une place publique juste en arrière avec une fantastique sculpture d'un daim ou d'un chevreuil, d'un faon qui se regarde dans l'eau. Et oui, de plus en plus de personnes vont pour s'y promener. Et les jours où le marché a lieu, c'est très agréable de s'y promener. De plus en plus de personnes y vont, donc bien que l'on peut regretter le départ du Vieux-Port qui était situé en plein milieu du Vieux-Québec, c'est un peu comme le marché Jean Talon qui au début était situé très loin de tout, qui était dans un ancien territoire dévoué au lacrosse. Et finalement, de fil en aiguille, les exposants sont venus, les producteurs sont venus, et puis les gens ont décidé d'habiter dans ce coin-là, et puis même que beaucoup d'habitants italiens sont venus s'agglomérer à ce coin-là, et puis est née ensuite la Petite Italie, et maintenant c'est un quartier vibrant. Et le quartier autour du Grand Marché de Québec offre le même potentiel. On pourra voir avec les années comment ça se développe, et ça devrait être assez beau à voir. On souhaite simplement qu'une station de tramway puisse se rendre au Grand Marché de Québec dans le futur. Au marché du Vieux-Port, on pouvait retrouver une quand même assez intéressante sélection de producteurs qui étaient des producteurs surtout de la région de la capitale et un peu de Charlevoix, un peu de producteurs de Beauce. C'était quand même une intéressante myriade de producteurs. Et aussi, ce qu'il y avait de spécial au marché du Vieux-Port, c'est qu'on pouvait souvent retrouver des artisans qui faisaient des produits qui n'étaient pas comestibles, comme par exemple un artisan qui faisait des cuillères en bois avec du noyer noir, un bois qui poussait dans la région mais qui était excessivement rare. Et un autre où j'ai pu moi-même me procurer des mitaines faites par un trappeur autochtone c'est les mitaines les plus chaudes que j'ai eues de toute ma vie. Il y avait toutes sortes de produits intéressants dans le rayon du Grand Marché de Québec. Par contre, il y a aussi une intéressante sélection de producteurs qui est plus au niveau gastronomique. Et si on prend le côté gastronomique de la chose, c'est quand même beaucoup plus poussé au Grand Marché. Il y a des producteurs de jambon, des producteurs de charcuterie, des producteurs de fruits et légumes de très haute qualité. Et il y a aussi des producteurs de produits transformés, mais qui font eux-mêmes leurs produits, comme par exemple le canard coulis, si on veut aller se procurer une tourte au canard. C'est la place où on peut régulièrement aller, car souvent dans des épiceries, c'est pas très trouvable, ces produits-là. Comme par exemple, pour ceux qui connaissent pas ce produit-là, qui fera sans doute l'objet d'une future émission, la tourte au canard du canard goulu, c'est un peu ce qu'on pourrait faire goûter à des touristes. S'il y avait, je ne sais pas, des Chinois ou des Italiens qui venaient visiter le Québec et qui veulent goûter à la gastronomie québécoise, souvent on leur fait goûter à la tourtière. Et puis, ils se retrouvent avec une tourtière du supermarché qui est quand même assez mécanique souvent. Puis, ça ne fait pas vraiment le poids. Mais je sais par contre qu'une vraie tourtière cuisinée, une tourtière du Lac-Saint-Jean faite à la main, cuisinée avec amour, c'est excellent. Mais c'est juste que c'est pas tout le temps facile à en trouver ou à en faire une. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous assurer qu'une tourte au canard fera l'affaire. Donc, il y aurait ça. Il y a aussi le Pied Bleu, l'excellente charcuterie de Québec qui est vraiment téméraire et audacieuse dans leurs produits. Ils ne font pas seulement des charcuteries ni du boudin, bien que leur boudin soit parmi les meilleurs. Et ils font aussi d'autres produits inusités, tels que, pour ceux qui regardent une version vidéo de l'émission, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a un produit qui existait au Québec, qui était distribué au Québec, qu'on peut retrouver en Suisse, en France, en Belgique, dans plein de pays. Et au Québec, on pouvait retrouver ça dans les années 90 et probablement avant aussi. C'était les petits Suisses. Les petits Suisses, c'est comme manger un nuage, si on veut. C'est des petits nuages qui sont formés d'un fromage frais qu'on peut saupoudrer de sucre et ça donne une petite consistance croustillante par-dessus ce nuage.
C'est délectable. C'est tellement simple, mais c'est si bon. Et puis, ça a été délaissé et discontinué. Et pourtant, c'est Danone qui produit ça. Et puis, il y a plusieurs compagnies, en fait, qui en font. Et ça a été complètement discontinué au Québec. C'est vraiment triste parce que c'est vraiment un petit plaisir inouï. C'est vraiment insoupçonnable comment c'est agréable, les petits Suisses. Et puis, étant donné que ça a disparu au Québec, le Pied Bleu, de cette fantastique charcuterie, fait aussi des petits Suisses. Évidemment, ce n'est pas les mêmes petits Suisses. C'est un peu différencié. Ça n'a pas tout à fait la même texture. Ils sont un peu plus gros aussi, mais ils sont très, très bons. Et pour ceux qui aimeraient avoir une idée de ce que sont les petits Suisses originaux, ben vous pouvez vous les procurer au Grand Marché. C'est pour dire que même si le marché du Vieux-Port est regretté, il y a une très bonne transmission qui va se faire du côté du Grand Marché, qui sera faire honneur au premier Grand Marché de Québec, qui était le marché du Vieux-Port. Alors, l'autre penchant de la chronique fantomatique, c'est un élément culturel qui existe encore aujourd'hui. Alors, l'autre institution qui est le penchant de cette chronique fantomatique actuelle se situe toujours à l'extérieur de Montréal et à l'extérieur de Québec aussi. C'est à Sept-Îles, en Côte-Nord, qu'on va retrouver ça. C'est vraiment une institution. C'est un resto qui a ouvert en 2004. Et puis, bien que certains peuvent dire que 2004, c'est pas vraiment très vieux, pour un restaurant, c'est très vieux, car on parle d'un restaurant. Souvent, dans les transmissions d'entreprises, on sait que ça ne se déroule pas toujours bien. C'est tout un défi que de transmettre une entreprise. C'est pour ça que quand on a des entreprises intergénérationnelles qui subsistent à travers les décennies et à travers les générations, c'est quand même quelque chose de singulier. C'est d'ailleurs de plus en plus difficile de le faire. Des entreprises familiales qui perdurent ou des entreprises même qui perdurent à l'extérieur de la famille sont assez rares. On connaît des exemples, on étudie ça quand on étudie l'économie, l'exemple de Steinberg qui n'a malheureusement pas pu continuer avec la seconde génération, le gros magasin de quincaillerie Pascal qui n'a lui non plus pas pu continuer. Et souvent, donc, soit ça se fait acheter par un plus grand, et c'est ainsi que ça peut peut-être continuer, mais sinon, quand il y a une simple transmission de propriétaire à propriétaire, c'est tout un défi, c'est un très fragile pont à traverser. Et donc, il y a très peu d'exemples de la sorte, mais l'exemple d'aujourd'hui, qui est le penchant positif actuel de la chronique fantomatique d'aujourd'hui, est un de ces exemples-là, une transmission d'une entreprise qui est une institution qui a été transmise d'un propriétaire à un autre et qui a réussi à survivre et qui maintenant perdure dans le futur. Et on peut voir quelques exemples de ça, notamment à Québec. Il y avait l'entreprise, des entreprises agroalimentaires que j'ai connues. Il y a le J.A. Moisan qui, malheureusement, a été vendu. L'équipe de Saint-Laurent de Raspe a vendu le J.A. Moisan qui avait été transmise de famille en famille, de propriétaire en propriétaire à travers les générations. Et ça a été transmis encore une fois et ça a failli fermer, mais non, ça a été transmis. Malheureusement, à mon grand dam, ils ont fini par fermer une moitié de la superficie de la boutique légendaire de J.A. Moisan, la plus ancienne épicerie dans toute l'Amérique du Nord. Mais néanmoins, elle continue. Il y avait aussi du même côté de Québec, sur la rue Saint-Jean, l'épicerie européenne, qui était la propriété des Colarusso. Et puis pour y avoir travaillé également, et malheureusement, le fondateur de l'entreprise est décédé. Ça a perduré. La deuxième génération a pris soin de cette entreprise. Les deux frères ont successivement très bien pris soin de cette entreprise et ça a été vendu à un nouveau propriétaire qui, lui, est français. Contre toute attente, ça a bien réussi et la transmission s'est faite de manière assez harmonieuse. Et aujourd'hui, l'épicerie européenne a toujours sa fonction sur la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec. Alors, un autre bel exemple de ça se retrouve en Côte-Nord, dans la ville de Sept-Îles. Le restaurant Chez Homer. Alors, tout le monde qui habite à Sept-Îles connaît le fameux restaurant Chez Homer. Bon nombre de restaurateurs savent qu'un restaurant qui reste ouvert plus que 5 ans, c'est exceptionnel, car le monde de la restauration est très difficile. Et donc, Chez Homer a souvent failli fermer, puisqu'il a été ouvert en 2004.
a été très connu. C'est un restaurant ouvert par Omer Lapierre. Il a été connu parce qu'il offrait une panoplie de fruits de mer locaux, mais d'extrême qualité, puisque cette île, ça se retrouve dans le golfe du Saint-Laurent. C'est là où l'eau commence à devenir salée. On retrouve des pétoncles, ce qu'on appelle aussi les coquilles Saint-Jacques. On retrouve toutes sortes de crevettes et puis toutes sortes de fruits de mer. Vraiment une variété très, très riche et de très, très bonne qualité. Et donc, c'est un restaurant qui s'est cassé la tête pour vraiment bien présenter ses produits et les offrir à la clientèle locale, pas seulement pour l'exporter dans d'autres continents. Et les gens ont pris goût à ça. Et non seulement ça, ça a été remarqué par certains chefs, dont Daniel Vézina. Et puis Omer Lapierre et son restaurant chez Omer a apparu dans le fameux livre de Daniel Vézina. Et c'est devenu, de fil en aiguille, une institution. Et tout le monde qui veut sérieusement goûter au goût de cette île peut passer chez Omer et ressentir quelle est la particularité du goût de la mer entourant cette île. Alors évidemment, c'est pas facile pour un resto de perdurer plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un employé qui est quand même digne de mention. Il s'appelle Hassané Sako. Et c'est un individu qui a commencé à travailler comme employé chez Omer. C'est un homme d'origine sénégalaise qui a étudié en commerce à Québec et qui a rencontré son épouse d'ailleurs à Québec et qui a fini par déménager juste quelques années avec son épouse à cette île. Et finalement, ils ont trouvé que c'est un lieu très agréable et qui offre une très bonne qualité de vie. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que j'entends ça. Et je peux témoigner moi-même du fait qu'il y a une excellente qualité de vie à cette île. Donc, Hassané Sako a fondé sa famille à cette île. Il a travaillé chez Omer et de fil en aiguille, en 2011, il est devenu copropriétaire. Et puis, il a très bien mené sa barque et puis il est devenu pleinement propriétaire en 2018, ce qui fait de sorte que l'ancien restaurant d'Omer Lapierre est maintenant la propriété d'Hassané Sako qui gère très bien ce restaurant qui est une institution de cette île. Alors la transition a été assez difficile, surtout à l'époque de la pandémie, puisque en 2020, bon nombre d'établissements de restauration ont connu de la difficulté, mais lui a essayé d'adapter l'offre pour que le restaurant puisse survivre et puis un peu offert des éléments de fast-food, ce qui est très populaire à cette île, évidemment. Mais à sa grande surprise, la population a elle-même exigé les plats à base de crevettes et de pétoncles et d'entrecôtes, etc. Et donc, ça fait de sorte que la population locale de cette île et des municipalités environnantes a fait de sorte que chez Omer a gardé son caractère propre. Ils ont passé à travers cette pandémie et aujourd'hui encore, ça fonctionne très bien. Et donc, voilà pourquoi chez Omer existe encore grâce au téméraire travail d'Hassané Sako. Alors, c'est une très bonne nouvelle et voici ce qui termine la chronique fantomatique de l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'est un chapeau bas à Hassané Sako et à l'institution qui est le restaurant chez Omer à Sept-Îles en Côte-Nord. Et c'est déjà tout pour l'émission de Radio ADS numéro 4. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous pouvez nous laisser des commentaires en dessous de ce vidéo sur notre page Internet, sur notre site web ou en nous envoyant un courriel à info@commercial-état-de-splendeur.com. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et nous allons répondre à chacun des commentaires dans la mesure du possible. Alors, si tout va bien, nous devrions nous retrouver pour la fin de l'été 2023 pour un nouvel épisode de Radio ADS. C'est Patrick Assikian qui vous salue et qui vous souhaite un bon été et à bientôt. Au revoir.